Chers auditeurs de Radio Plus, bonjour! Aujourd'hui dans cette chronique sur la fantasy, je vais vous parler d'une auteure que j'adore, Robin Hobb. Née en Californie en 1952, Robin Hobb, de son vrai nom Margaret Astrid Lindholm Ogden, a connu une longue carrière d'écrivain sous un pseudonyme différent, Megan Lindholm, avant de connaître le succès. Entre 1983, année de publication de ses premiers textes, et le milieu des années 90, elle a donné le jour à une vingtaine de romans. Elle explore le vaste champ de l'imaginaire et de la fantaisie dans des romans et des nouvelles plutôt bons, mais dont les ventes sont finalement assez modestes. Au milieu des années 90, elle publie les premiers tomes d'un nouveau cycle, The Farseer Trilogy, devenu L'Assassin Royal en français. Cette fois-ci sous le nom de plume de Robin Hobb, à la demande de son éditeur qui souhaitait marquer une rupture entre les deux facettes de son œuvre. Et hop, jackpot! Les 3 volumes de cette saga, sortis respectivement en 1995, 1996 et 1997, propulsent Robin Hobb au sommet des ventes. En l'espace de quelques mois, elle sort de l'anonymat pour devenir l'un des auteurs les plus en vue de la fantasy américaine. Cette œuvre marque une véritable évolution dans le travail de Robin Hobb, une sorte de réécriture de tous les mythes de la fantasy, un mélange qui détourne la plupart des poncifs du genre pour les intégrer dans des romans largement plus intimistes que ses précédentes productions. Cet univers, elle le reprend ensuite pour un second cycle, The Life Ship Traders, devenu Les Aventuriers de la mer en français, dont le premier volet paraît en 1998 aux États-Unis. Forte de ses succès en librairie, Robin Hobb donne une suite aux aventures de Fitzchevalry, qui est le héros principal de l'Assassin Royal, intitulée The Tony Man. Cette suite est publiée à partir de 2002. La découverte du monde qui accueille ces 3 cycles est une expérience assez fascinante. L'histoire se déroule dans un monde médiéval fantastique, où la magie est dans un premier temps ténue, peu expliquée et peu développée. C'est une sorte de mystère réservé à quelques rares privilégiés, à tel point qu'on frôlerait le simple roman médiéval si ce n'était quelques allusions assez subtiles. La magie s'y exprime sous 2 formes. Le vif, sorte de lien magique qui unit un être humain à un animal et leur permet de nouer une relation de compréhension et de partage assez extraordinaire. Et l'art, une magie puissante, proche de la télépathie, et qui permet de manipuler les esprits, mais au prix d'un lourd tribut pour la santé du jeteur de sorts. Et c'est à peu près tout. Pas de boule de feu, pas d'éclairs terrifiants, Robin Hobb introduit des limites à sa magie et impose un coût parfois exorbitant à celui qui voudrait les dépasser. On pourrait avoir l'idée de comparer cet univers à un autre déjà existant, comme par exemple celui créé par Tolkien. Mais ce n'est pas possible, car il est relativement très normal et réaliste. Il est peuplé d'hommes et d'animaux plutôt communs. Chevaux, loups, cerfs, chats, chiens. Rien d'inhabituel en dehors de quelques dragons et serpents de mer gigantesques, mais chaque animal a pourtant une importance capitale tout au long du récit, comme en témoigne le fameux lien du vif. C'est très loin de tout ce que Tolkien avait imaginé pour la Terre du Milieu. Ce choix d'un univers très classique tranche avec une bonne partie de la fantaisie populaire et permet au lecteur une certaine facilité d'accès à l'imaginaire de l'écrivain. Certes, on reste dans une dynamique d'affrontement entre le bien et le mal, mais chez Robin Hobb, ce dernier n'est pas incarné par un personnage à la noirceur abyssale. Le mal est plus diffus, parfois inattendu, et finalement bien plus percutant dans sa banalité. Le talent principal de Robin Hobb réside dans la création des personnages. Les protagonistes principaux de ces romans bénéficient d'un profil psychologique particulièrement soigné, ce qui les rend attachants ou repoussants, mais en tout cas profondément humains dans leurs réactions et leurs sentiments. L'auteur prend également soin de faire évoluer ses personnages au fil du récit, leur donnant du relief et de l'ampleur au regard de leurs actions et de leurs décisions. Certains personnages secondaires prennent de l'épaisseur et de l'importance, 2, parfois 3 tomes après leur première apparition. Autre caractéristique de l'œuvre de Robin Hobb, une prédominance des intrigues familiales et politiques, qui prennent largement le pas sur l'action débridée et les batailles épiques. Un tour de force, car elle réussit à tenir en haleine le lecteur pendant des milliers de pages, sans jamais baisser de régime, avec une intensité dramatique qui frise le génie. La littérature de Robin Hobb fait partie des rares œuvres à faire l'unanimité auprès des critiques et des lecteurs. Le style de Robin Hobb y joue certainement. Son écriture est fluide et élégante, les dialogues de ses personnages sont profonds et subtils, drôles même parfois. La traduction a d'ailleurs bénéficié d'un remarquable travail de la part d'Arnaud Mounier-Lompre, qui a travaillé sur l'intégralité du cycle de l'Assassin Royal et pour les 3 premiers tomes des Aventuriers de la mer. Il n'est donc pas totalement étranger au succès de Robin Hobb en France. Désormais, cette dernière figure régulièrement sur les listes des best-sellers en France, aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. George R.R. Martin en personne, l'illustre auteur du Trône de Fer, témoigne ainsi de son admiration. Je cite : «
Les livres de Robin Hobb sont comme des diamants dans un océan de zircon. Fin de la citation. Personnellement, j'ai lu l'intégralité de l'Assassin Royal, c'est-à-dire 2 trilogies, divisées en 13 tomes pour l'édition française, et des Aventuriers de la Mer, une trilogie qui s'insère entre les 2 premières et divisée en 9 tomes en France. Allez comprendre pourquoi, de 3 trilogies, donc 9 livres originaux en anglais, on arrive à 22 en français. Mais passons. J'ai adoré tous ces livres. C'est parfois drôle, toujours très prenant, les personnages évoluent au fil des tomes et des années, on s'y attache et on est triste lorsqu'ils disparaissent. L'amour, quand il est exprimé, est souvent sincère et chaotique entre les personnages, tout comme la haine et la folie sont très marquées. Dans l'Assassin Royal, le personnage principal souffre en permanence. Je pense que c'est la personne la moins chanceuse qui puisse exister. Il fait face à des dilemmes, on essaye de le tuer, mais pourtant il affronte tous ces événements, par amour ou par loyauté. Pas toujours avec bravoure d'ailleurs, il lui arrive d'être faible, parfois égoïste et immature, mais on le suit dans son apprentissage, de son enfance à l'âge adulte, et on ne peut que se satisfaire de le voir grandir et changer. Robin Hobb place souvent ses personnages dans des situations difficiles, des situations où ils ne veulent pas être, on a mal pour eux, on espère pour eux, en bref, on est immédiatement avec eux et on ne les lâche plus. On enchaîne avec avidité les livres, et croyez-moi, 22, ça va vite. À ce propos, si vous êtes intéressé pour vous lancer dans l'aventure, sachez que l'édition française a réuni les 2 cycles de l'Assassin Royal en un seul, sous le même nom. Les 13 tomes sont présentés à la suite, mais il ne faut justement pas les lire à la suite. Les 6 premiers constituent le premier cycle. Ensuite, il faut passer aux Aventuriers de la Mer avant de poursuivre avec les 7 restants. Pourquoi ? Parce que l'ordre de lecture doit correspondre à celui de l'écriture. Dans l'histoire de l'Assassin Royal, il y a une pause de 15 ans entre les 2 cycles, 15 ans pendant lesquels se déroulent les événements des Aventuriers de la Mer, dans d'autres lieux, avec d'autres personnages, mais toujours dans le même monde. Si on le souhaite, et qu'on ne veut pas attendre avant de retrouver Fitz-Chevalry, le personnage principal de l'Assassin Royal, on peut enchaîner les 13 tomes, avant de passer aux Aventuriers de la Mer. Mais malheureusement, on se prive ainsi de certaines surprises. Je n'en dirai pas plus. Pourquoi vous parler de Robin Hobb ? Déjà, parce que je trouve cet auteur incontournable quand on aime la fantasy. Ensuite, parce que j'ai été assez triste de devoir quitter les personnages de l'Assassin Royal après avoir fini ma lecture, qui a quand même duré plusieurs mois. Mais une bonne nouvelle est venue tout changer, car aujourd'hui l'auteur retourne à nouveau dans ce monde, retrouve ses personnages pour une nouvelle trilogie. Vous l'avez compris, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le 3e cycle de l'Assassin Royal est en cours d'écriture. Quand sortira le premier tome ? Eh bien, c'est déjà fait. Depuis le 29 octobre, vous pouvez trouver dans votre librairie Le Fou et l'Assassin et prendre ainsi des nouvelles de Fitz. Pour vous donner envie de commencer cette longue lecture, je vais vous lire le résumé du tout premier tome de l'Assassin Royal. Au royaume des Six-Duchés, le prince Chevalry, de la famille régnante des Longs-Voyants, par tradition, le nom des seigneurs doit modeler leur caractère, décide de renoncer à son ambition de devenir roi servant en apprenant l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelcer, sous l'égide du maître d'écurie Buric, mais le roi subtil impose bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira vite que le véritable dessein du monarque est tout autre, faire de lui un assassin royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. Et maintenant, un extrait que j'aime bien, provenant de ce tome. 2 personnages sont présents. Fitz est le fou du roi. Le récit est à la première personne. C'est un dialogue et le fou prend la parole en premier. Il secoua la tête d'un air apitoyé. Plus que tout, et c'est ça que je n'ai jamais compris chez vous. Vous jouez au dé et vous comprenez que le sort du jeu puisse dépendre d'un seul jet. Vous vous distrayez aux cartes et dites que la fortune amassée en une soirée peut partir en fumée sur un pli. Mais un homme, ça, vous le reniflez d'un air dégoûté et vous laissez tomber. Quoi, ce néant d'humain ? Ce pêcheur, ce charpentier, ce voleur, cette cuisinière, allons. Mais qu'est-ce que ces gens-là pourraient bien accomplir dans le vaste monde ? Est-elle des chandelles dans un courant d'air ? Vous vivez de petites existences crachotantes, vacillantes. La gloire n'est pas pour tout le monde, observai-je. En es-tu sûr, Fitz ? En es-tu sûr ? À quoi bon une petite vie qui ne change rien à la vie du monde ? Je ne conçois rien de plus triste. Pourquoi une mère ne se dirait-elle pas « Si j'élève cet enfant, si je l'aime, si je l'entoure d'affection, il mènera une existence où il dispensera le bonheur autour de lui, et ainsi j'aurai changé de monde. Pourquoi le fermier qui plante une graine ne déclarerait-il pas à son voisin « Cette graine que je plante nourrira quelqu'un, et c'est ainsi que je change le monde aujourd'hui ?» C'est de la philosophie, fou. Je n'ai jamais eu le temps d'étudier ces choses-là. Non, Fitz, c'est la vie. Et nul ne peut se permettre de ne pas y penser. La moindre créature doit en avoir conscience, songer au moindre battement de son cœur. Sinon, à quoi sert de se lever chaque matin ?
J'espère que cet extrait vous a plu. Et pour les amateurs de bande dessinée, ou simplement ceux qui préfèrent lire avec des images, sachez que l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer sont en cours d'adaptation aux éditions Soleil. Le 8e tome de l'Assassin Royal est sorti le 10 septembre. Quant aux Aventuriers de la Mer, vous pouvez déjà en trouver 2 tomes en librairie. L'adaptation est à mon avis vraiment réussie. Voilà, je vous en ai dit beaucoup sur une partie seulement des œuvres de Robin Hobb. Maintenant, c'est à vous de vous lancer. À bientôt pour une nouvelle chronique sur la fantaisie.